Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Retour sur un concept à l'ancienne, j'ai envie de vous dire. J'ai déterré absolument tous les livres que j'avais répertoriés en lu sur mon profil Livre Addict et en dépiotant un petit peu tout ça, je me suis dit, mais si je sortais une sorte de top de mes styles et de mes genres favoris, et que à travers ces sélections, bah voilà, je vous fasse un petit peu ma petite popote, mes petits trucs, mes petits conseils à moi, parmi des styles que j'ai un petit peu, bien, beaucoup, énormément lus. Voilà, ça dépend. Vous allez pouvoir retrouver déjà des sélections que j'ai pu faire. Il y a notamment eu la sélection de mes livres favoris autour des personnages des sorcières. Il y a eu une deuxième sélection qui, elle, traite plutôt tout ce qui est secret de famille, un peu saga familiale, que je vous laisse bien évidemment dans la barre d'infos si c'est des sélections qui peuvent vous intéresser. Et aujourd'hui, en ce qui concerne cette sélection, bienvenue dans mes thrillers favoris. Il y en a eu beaucoup, des thrillers. J'en ai lu un paquet et demi. Là, j'ai juste été vous choper et vous tirer pour vous mettre en avant vraiment la crème de la crème, ce que moi, j'ai adoré en thriller. Il y en a peut-être d'autres que vous avez lus, que moi j'ai peut-être lu aussi, qui sont pour moi moins formidables que ceux que je vais vous présenter là. Et à contrario, il y en a peut-être que je vais vous présenter ici, que vous allez dire « elle est sérieuse là ?» Mais non, sans plus quoi. Mais avant de commencer, c'est quoi un thriller? Alors, je vais vous lire exactement la définition donnée dans Le Petit Robert, qui dit « Définition du thriller, anglicisme, qui va regrouper film, policier, fantastique, roman, récit, qui provoque des sensations fortes. » Sinon, que nous dit Wikipédia, le thriller est un genre artistique utilisant le suspense ou la tension narrative pour provoquer chez le lecteur ou le spectateur une excitation ou une appréhension et le tenir en haleine jusqu'au dénouement de l'intrigue. Alors sans plus attendre, installez-vous confortablement et c'est parti, on entre dans l'horreur de mes thrillers favoris. Lequel m'a vraiment fait plonger dedans et avec celui-ci je me suis dit waouh, mais j'ai tellement envie de ressentir ça plus souvent. Vous savez ce que j'appelle le tarabiscotage de cerveau. Voilà, le torticolis de cerveau. Moi j'ai envie d'avoir le bide noué et j'ai envie de rien comprendre, de me laisser mener en bateau. Le premier, et je pense que c'est un incontournable, et si vous ne l'avez toujours pas lu et que vous vous dites bah il est tellement surcoté, peut-être que vous avez raison, mais honnêtement, quand je l'ai lu, il était pas surcoté parce que je l'ai vraiment lu quand gentiment la tendance, le film d'ailleurs n'était même pas encore sorti quand je l'ai lu, donc pour une fois j'étais ouais. Et j'ai vu le film il y a que très peu de temps d'ailleurs. Je vous parle de l'indétrônable Shutter Island de Dennis Lehane. Ce livre-là, s'il regroupe pas tout ce que j'ai aimé dans le thriller, on se retrouve dans une enquête un peu à huis clos, vu qu'on est sur une île, et sur cette île se trouve un hôpital psychiatrique, quand même un peu vétuste, le truc, tu sens. Ça se passe dans les années 50, 60. Et puis, Teddy, dans le film, c'est Leonardo DiCaprio qui le joue, va mener une enquête là-bas. Il y a une patiente de l'hôpital psychiatrique qui a déserté, qui est introuvable, sauf que, on est sur une île. Donc soit on doit retrouver un corps, repêcher quelque chose, ou alors quoi, elle s'est envolée, c'est l'incompréhension totale. Et plus il va creuser, plus tu comprends rien. Et c'est là où je veux en venir avec le tarabiscotage de cerveau, c'est que Shutter Island, pour moi, j'ai vraiment eu cette sensation de refermer le livre et de me dire « Oh, je me suis fait avoir. Je dois tout relire pour être sûre d'avoir rien loupé. » Parce que c'est ça la force de ce bouquin, c'est que très longtemps, pendant une énorme partie du récit, on te mène en bateau, mais alors total. Et quand au final, on te pointe du doigt, c'est ça qui s'est passé, est-ce que tu vas me croire ou pas? Parce qu'en plus, l'auteur te donne 2 pistes possibles. Non mais, arrachage de cheveux. Obligé. Voilà. Et j'avais tellement aimé le livre que j'ai pris très longtemps à me décider avant de voir le film, parce que j'avais peur. Je me disais, oh, j'espère que c'est bien adapté, c'est pas parce qu'il y a Léo dedans que c'est forcément génial, tu vois. Donc j'étais un peu réticente, et finalement je l'ai vu il y a quelques années maintenant, et j'étais contente parce que j'ai trouvé que l'adaptation était assez fidèle au livre, et il y avait cette tension palpable qui monte, et que j'ai trouvé incroyablement bien faite. Puis on arrive en 2014, et là, je découvre, même avant ce titre-là, mais j'ai dû faire un choix, l'autrice a écrit 3 livres, je suis en totale perdition de me dire qu'un jour elle va nous réécrire quelque chose, parce que j'ai vraiment besoin qu'elle réécrive un truc
J'ai tellement aimé les 3 bouquins qu'elle a fait, donc je me suis dit, vas-y, choisis-en un. Et je me suis dit que j'allais aller vers celui, peut-être, qui avait peut-être eu le moins de succès. Je sais pas, hein, mais c'était peut-être le titre que j'ai le moins entendu d'elle. Je vous parle des Lieux sombres de Gillian Flynn. Avant ça, j'avais lu Sur ma peau, de la même autrice, que je vous ai très chaudement recommandé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il me semble que j'avais aussi fait un peu une sorte de rétrospective de mes 10 ans de lecture sur YouTube. Et il me semble que je vous l'avais mis dedans, si je dis pas de bêtises. Là, pour le coup, j'ai décidé de me concentrer sur les lieux sombres parce qu'elle a vraiment explosé avec les apparences. Mais j'ai trouvé que les lieux sombres avaient pour moi un petit truc en plus. Dans cette histoire, on va rencontrer Libby qui, malheureusement, est la seule à avoir survécu à l'assassinat complet de sa famille, c'est-à-dire ses 2 sœurs, sa mère. Elle en réchappe vraiment de justesse et elle va désigner son frère Ben, âgé de 15 ans à l'époque, comme l'auteur de ces meurtres. 25 ans ont passé, Ben est derrière les barreaux depuis tout ce temps, il y est toujours, et Libby tente tant bien que mal de se reconstruire, sauf que évidemment le trauma est quand même très important, difficile pour elle de remonter la pente, et une association de fans de true crime, de faits divers, ça veut dire la même chose, vont la contacter pour lui demander si elle pense vraiment, encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, qu'à 7 ans, elle a bien identifié le bon meurtrier. Le final de ce truc... Je me rappelle encore être vraiment passionnée par ma lecture, me dire mais c'est pas possible. Non, j'accepte pas. Et en même temps, je trouvais ça tellement fou, la construction et le petit à petit et l'apothéose finale qui t'explose littéralement à la gueule où tu te dis pardon. Mais et en plus ça regroupait tout ce que j'aime, les faits divers, les trucs comme ça, le côté très petite ville des États-Unis, etc. Franchement, si vous n'avez jamais lu Gillian Flynn, ou alors que vous avez lu que les apparences, c'est-à-dire Gone Girl de cette autrice, s'il vous plaît, ne passez pas à côté de Sur ma peau et des Lieux sombres. Paru en 2011, mais lu en 2019 seulement, j'ai dû attendre de trouver ce livre, je crois, à Emmaüs, tellement on m'en avait parlé. Et vous savez un peu comment je suis des fois, plus tu vas me parler d'un livre, moins je vais avoir envie de le lire. C'est toujours comme ça. Je me souviens qu'on me l'avait bien conseillé, mais peut-être presque trop. Alex de Pierre Lemaitre. Un jour, je suis tombée dessus. Je me suis dit, là, c'est le coup du hasard, vas-y, prends-le et on verra bien ce que ça donne. L'histoire de Alex de Pierre Lemaitre, j'ai adoré pour une raison première déjà. C'est que l'histoire est montée à l'envers. Et ça, je crois qu'en thriller et même en roman policier, c'est une des premières fois que je le voyais. On a la kidnappée, la victime, sauf que tout ça se passe très très vite au début du bouquin. Elle est enlevée, elle est séquestrée, et elle va se libérer. Habituellement, l'histoire en tant que telle, c'est comment elle se libère, ou alors à partir de combien de temps l'enquête commence, les enquêteurs et tout. Mais non. Là, on a en effet le point de vue de l'enquêteur, mais on a aussi le point de vue de la victime, et au moment où elle va s'échapper. Problème, elle ne revient pas. Elle s'échappe, elle fuit, mais elle fuit quoi exactement ? Et j'ai trouvé que toutes les pièces de puzzle qui s'imbriquaient les unes dans les autres me tordaient la tête, et je me disais mais comment c'est possible, tu sais, que tout soit, je vous dis, monté à l'envers. C'est comme si t'avais l'image finale devant les yeux, mais en fait non, on te montre qu'il y a encore une plus grande partie à faire en dessous. Toi tu croyais que c'était terminé, mais non, on te montre, regarde, il y a encore tout ça. C'était fou. C'était juste dingue, cette histoire. Et encore maintenant, quand j'y repense, je me dis, purée, c'était tellement malin. Je continue ensuite avec un titre que je pense que j'ai clairement survendu, mais c'est pas grave. Parce que j'y crois toujours, énormément. Pourtant, d'autres titres de l'auteur m'ont vraiment fortement déçue. Je vous parle du Complot de Nicolas Begley, qui fait partie de sa trilogie autour du Cri, le Complot et l'île du diable. Pour moi, le Complot, c'est-à-dire le 2e tome, est vraiment le meilleur de tous les livres qu'il a pu écrire. Parce que dans le Complot, on va retrouver un premier meurtre qui quand même est très très sombre, hein, vraiment très moche. En plus, c'est une femme importante de la politique locale. Le mieux, ce serait quand même que l'affaire s'ébruite pas trop, parce que ça risque d'entacher un petit peu la politique du pays. Donc l'enquête est menée, mais vraiment très discrètement. Et plus l'enquêtrice va fouiller,
plus il y a des choses bizarres qui se passent. Et avec Nicolas Begley, on est toujours un peu transporté à droite à gauche entre différentes villes du monde. Je me revois encore en train de le lire, sur mon fauteuil là-bas, et je n'en pouvais plus, il fallait que je tourne les pages, mais toujours plus vite, parce que je voulais savoir, je voulais comprendre, et j'étais happée par cette histoire. Ce que j'aime beaucoup avec Nicolas Begley, en tout cas dans ses premiers, mais c'est aussi le cas dans les suivants, c'est juste que j'ai trouvé que c'était moins abouti dans les suivants, c'est qu'il va toujours partir d'une vérité. Et il te note toutes ses recherches, tous les livres ou les documents qu'il a pu utiliser pour construire cette intrigue, en utilisant ces véritables faits historiques, notamment. Et dans le complot, quand tu es une femme, eh ben ça fait mal. Plus que les autres, je dirais. Voilà. C'est une histoire qui m'a profondément marquée dans le bon et le mauvais sens du terme. Donc ça te met très en colère pour plein de raisons, plein de choses. Et en même temps, tu veux savoir, en même temps, tu aimerais que plus de gens lisent ce livre, se renseignent encore plus sur les différentes choses qu'il aborde dans cette histoire. Et jusqu'au bout, quand je fais ça, c'est que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bien évidemment que j'allais vous parler de Mon territoire de Tess Sharpe, notre héroïne Harley McKenna. Son père l'a toujours élevée pour prendre sa place quand il ne sera plus là, c'est-à-dire que lui contrôle quand même pas mal de choses au niveau de la drogue et autres bidouilleries avec des ventes d'armes dans la région. Et donc il a un gros empire entre les mains, McKenna, et un jour il sait très bien que c'est sa fille qui reprendra, donc il l'a surentraînée pour qu'elle reprenne l'affaire. En grandissant, Harley va prendre en charge une association que sa mère avait fondée, qui est une sorte de lieu où les femmes qui sont soit des femmes violentées, qui ont eu beaucoup de problèmes, qui sont tombées enceintes trop jeunes, qui peuvent pas s'en sortir vraiment par elles-mêmes dans la vie à cause de tout ce qu'on leur a fait, viennent se réfugier. Donc c'est un centre vraiment protecteur pour les femmes, et c'est justement une de ces femmes qui un jour disparaît. Tout le monde va un peu la dissuader de mener une enquête parce que c'est un peu des femmes aux histoires sombres, qu'elles disparaissent, pour certains ça semblait logique, mais pas pour Harley. Et j'ai beaucoup aimé, c'est presque plus un polar noir, je vous le mets quand même ici parce que sinon il le serait retrouvé tout seul et j'aurais été triste de pas vous le présenter. C'est vraiment plus un polar noir parce qu'il y a ce côté très terroir des États-Unis, un côté très machiavélique, très sombre, presque un peu traîné dans la boue comme ça, que j'ai vraiment, moi personnellement, beaucoup aimé dans ce terme de noirceur, avec des personnages quand même qui donnent tout pour s'en sortir, pour aider les autres, pour qu'au final les choses mauvaises qu'ils ont autour d'eux deviennent des forces, deviennent des plus-values aux vraies choses qu'ils ont envie de défendre. Et je le garde en mémoire parce que j'avais vraiment trouvé la plume de Tess Sharpe très incisive, très directe, et ça moi j'aime bien. Voilà, quand tu prends pas de pincettes avec moi, je sais que ce que je vais lire, c'est pas Le Pays des Bisounours, donc vas-y. Genre, maltraite mon cerveau pendant que je lis, y a pas de problème, je suis d'accord, je suis consentante. Évidemment, l'autre titre plutôt young adulte que je voulais vous présenter de Tess Sharpe en mode thriller, c'était Ne vous fiez pas aux apparences. Honnêtement, l'histoire pourrait commencer de façon hyper chill, tranquille. C'est 3 ados qui vont déposer de l'argent à la banque, sauf que problème, au moment où ils vont déposer l'argent, braquage. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, ils ne se rendent pas compte que la personne qui se trouve être l'un des 3 ados sur place va finalement être bien plus dangereux que les 2 braqueurs en question. Et là, c'est l'engrenage. On découvre Nora, on découvre sa vie d'avant, par petites touches, par petits flashbacks, et tout ce qu'elle a dû entreprendre dans sa vie pour fuir, pour être plus coriace que les autres, et s'en sortir. Et finalement, je pense que c'est les braqueurs qui vont se faire braquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Un truc du style. Là, franchement, c'était du très bon thriller ado, avec une enquête et un mystère et des courses-poursuites, etc. Franchement, qui te tiennent en haleine de bout en bout. J'ai adoré cette histoire. Je poursuis avec un titre beaucoup plus récent, La fille du roi des marais, que j'ai lu en 2019, qui est sorti plus ou moins dans ces années-là. C'est une histoire qui est terriblement bien foutue, parce qu'on va suivre Elena, qui aujourd'hui adulte, a tout ce qu'elle peut désirer, une vie de famille, un mari qui l'aime, 2 petites filles adorables, etc. Sauf qu'un beau jour, elle apprend une nouvelle qui va beaucoup la bouleverser. Un détenu s'est libéré, et là, elle commence à flairer le problème.
L'homme qui s'est échappé, il s'avère que c'est son père. Son père qui, il y a très longtemps, avant même sa naissance, avait kidnappé une femme, l'avait détenue dans une cabane perdue au fin fond des bois, avait violé cette femme, et issue de ce viol est arrivée Elena. Elena n'a jamais eu conscience, petite, l'histoire de sa famille. Pour elle, tous les gens vivaient comme eux. Perdus au milieu de la forêt, à chasser, pêcher, cueillir et faire pousser ce qu'ils mangeaient. Pour elle, c'était la vie de base de tout le monde. Sauf qu'un jour, la vérité va éclater, bien évidemment. Et une fois adulte, maintenant qu'il est dehors, qu'il s'est échappé, elle a peur pour elle a peur pour sa famille. Est-ce que son père pourrait revenir pour se venger et s'en prendre à ses enfants ? Elle va donc faire équipe avec la police et dire, en fait, il y a une seule personne qui est capable de le traquer, c'est moi. Parce qu'il m'a tout appris. Elena, mine de rien, on s'en rend pas compte comme ça au départ, c'est une pro du camouflage, de la traque, de la chasse. Et juste grâce à ça, elle se dit, mais je suis le meilleur atout de la police. Et en même temps, si mon père rêve autant de me retrouver, autant que je sois l'appât idéal pour que eux puissent le retrouver aussi. Et donc il va y avoir une chasse. Et tu sais pas qui chasse qui à un moment donné. Est-ce que c'est lui qui chasse sa fille ou est-ce que c'est elle qui le chasse lui ? Et ça se tourne autour comme ça, dans un décor de forêt, de boue, de pluie, j'ai ressenti ce bouquin, je l'ai absorbé limite, et je l'ai trouvé franchement fantastique. J'ai adoré la plume, j'ai beaucoup aimé aussi tout le questionnement d'Elena autour de sa propre vie, sa propre enfance, qui ne correspond finalement pas du tout à une enfance dite classique, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant qu'on se pose cette question-là du point de vue d'un personnage comme elle. Ah, mon aventure avec Lisa Gardner. Si vous étiez là il y a quelques temps, vous l'avez vu passer, j'ai tout lu dans le désordre. Un peu par hasard, je me suis intéressée à Tessa Leoni, qui apparaît dans le tome 5 des aventures et des enquêtes de Didi Warren, qui est donc l'enquêtrice principale de Lisa Gardner. Sauf que, sans savoir, ma mère me donne le tome 3 des enquêtes de Tessa Leoni. Moi, j'ai pas du tout fait gaffe, je commence à lire le bouquin, je me rends compte qu'il y a des choses qui correspondent à des enquêtes antérieures que je n'ai pas, dont je n'ai pas les éléments, bien évidemment, mais ça me perturbe pas plus que ça, et encore heureux, parce que finalement, sur les 3 titres des enquêtes de Tessa Leoni, pour moi, Le Sceau de l'Ange, c'est juste le meilleur. Donc n'ayez aucune crainte si vous vous dites « j'ai bien envie de le lire, mais est-ce que je peux le lire quand même sans lire les 2 précédents ?» Allez-y. Je vous jure que vous ne serez pas perdus. Vraiment, ça se lit, mais alors, tout seul. On est dans une nuit hyper pluvieuse, accident de la route, perte du contrôle du véhicule. La femme qu'on va retrouver franchement un peu amochée et puis perturbée par l'accident, va tout à coup se réveiller, mais en panique totale, se demandant où est la personne qui était censée être soit à côté d'elle, soit derrière sur le siège passager, mais il manque quelqu'un. On pense à une petite fille, puis on va fouiller un peu dans l'histoire et dans le passé de cette femme, qui visiblement a un peu des problèmes à regrouper toutes les infos. Déjà, l'accident, comment ça s'est passé, est-ce que vous aviez bu, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec vous, visiblement oui, mais les enquêteurs trouvent rien, pas de traces de quiconque qui aurait pu être avec elle dans la voiture. Et petit à petit, il y a des éléments qui vont commencer à ressurgir de la mémoire de cette femme. Qu'est-ce qui est arrivé dans son passé pour qu'elle en arrive là ? Et quand je vous parle de tarabiscotage de cerveau et de pièces de puzzle, tu sais que tu reçois petit à petit, mais pas toujours les bonnes. C'est vraiment comme quand tu fais un puzzle, tu vois ce que je veux dire ? C'est que des fois, t'as 2 pièces qui vont ensemble, t'en es persuadé, mais au final, non, elles vont pas ensemble du tout. Et donc toi, tu remets tout ton puzzle en question, tu fais « Ouah, attends, alors du coup, il faut que je remette tout, ça c'était un bord, mais en fait, je vais le mettre au milieu. » Ce truc, il m'a fait perdre les pédales, mais plus d'une fois, à me dire « Mais attends, je sens que j'ai tout. » Parce qu'à un moment donné, c'est ça le pire, c'est que tu as toutes les pièces. Mais t'arrives pas à les faire correspondre les unes dans les autres. Voilà. C'était très bon. J'ai lu donc les 2 précédents, juste après, et j'ai un peu moins aimé. Ils sont bien, mais j'ai un peu moins aimé. Donc si je vais vous en conseiller qu'un seul, c'est celui-là. Et alors je vais terminer cette sélection avec le dernier, que je viens de terminer pas plus tard que la semaine dernière, La dernière maison avant les bois de Catriona Howard. On va nous raconter l'histoire d'un fait divers qui s'est passé il y a 11-12 ans en arrière. On va suivre Dee, une jeune fille qui doit avoir
16-17 ans au moment des faits, qui est au lac avec sa famille. Elle commence à s'embêter, mais alors, elle en a marre. Puis sa petite sœur de 11 ans là, qui arrête pas de... Ou elle a un peu moins d'ailleurs, même sa sœur, elle est plus jeune encore. À un moment donné dans la journée, elle trace, elle décide de faire autre chose, tant pis pour sa sœur. Quand elle va retourner auprès de sa famille, elle voit que ses parents sont en panique. Le problème, c'est que la sœur de Dee a disparu. Et on ne va pas la retrouver. Donc c'est la fameuse disparition de la petite fille à la glace au sirop. Et le but de Dee, des années plus tard, donc bien 10-12 ans plus tard, c'est de revenir sur les lieux de la disparition de sa sœur pour peut-être essayer de grappiller et de gratter quelques infos qu'elle n'aurait pas eues, qu'elle aurait loupées à l'époque, maintenant qu'elle est plus âgée. Peut-être revenir, ça va lui réveiller quelque chose. Et puis, la maison en face de la sienne, dans laquelle elle va emménager au moment où elle va commencer à enquêter un petit peu, alors qu'elle n'est pas du tout enquêtrice, elle se rend compte que son voisin d'en face, Ted Bannerman, il est un peu spécial. Les portes et les fenêtres sont barricadées, et Catherine Howard, là où elle est très très forte, j'ai trouvé, c'est qu'elle va nous donner plusieurs points de vue, notamment celui de Dee, celui de Ted, mais aussi celui du chat de Ted. Et c'est très intéressant d'avoir le point de vue d'un animal pour une fois, parce que le chat voit des choses qu'il ne comprend pas forcément comme il est censé les comprendre. Cette histoire est très floue pendant très longtemps. Je pense que c'est un des bouquins pour lesquels je vous dirais de vous accrocher le plus, de lui donner le plus de chance, parce qu'il faut en tout cas arriver à la moitié, voire un tout petit peu au-delà, pour vraiment te dire « Ok, je commence à capter où on veut aller et je suis d'accord, je vais te suivre. » Avant ça, c'est très compliqué de mettre... T'as vraiment l'impression d'avoir 3 puzzles différents, là, en l'occurrence. Oui, je fais beaucoup d'images de puzzles pour les thrillers, mais c'est normal. T'as l'impression d'avoir 3 puzzles qui viennent de la même boîte, mais vous savez, comme quand on était enfant. T'as une partie des pièces, il y a des petits points derrière, ça fait un puzzle. T'as des petites lignes sur les autres, ça fait un autre puzzle. T'as des pièces où il y a rien derrière, ça fait encore un autre puzzle, mais tout dans le même univers, tu vois, par exemple. Bah là on est clairement là-dessus. C'est qu'au départ tu te dis purée en fait j'ai 3 puzzles liés dans la même boîte, ça va pas du tout, va falloir que je trie un peu. Et bim, juste après la moitié du bouquin tu te rends compte que non, tous les puzzles en fait vont ensemble. Je me suis laissée avoir. Mais c'est ça que je veux dans un thriller, dans une bonne histoire. Je veux un tarabicotage de cerveau en règle. Je veux que tu prennes ma tête, que tu et que tu me dises voilà, démerde-toi avec ça en fait. Je vais te donner des éléments comme ça, tu seras perdu, mais je te garantis qu'à la fin, il y a une réponse. Qu'elle te plaise ou pas, il y a une réponse. Je l'ai trouvé dingue. En mention spéciale, que je n'ai pas ici décidé de vous présenter plus que ça, parce qu'on parle quand même d'auteurs qui sont quand même un peu inévitables dans le domaine, Franck Tillier est à surveiller. Pas tout est bon. J'ai été déçue par des Tillier. Il y en a d'autres qui m'ont plus impressionnée. Il y en a que j'ai pas terminé, mais il y en a que j'ai trouvé un peu bof. Je pense que jusqu'à présent, celui qui m'a franchement fait le meilleur effet, c'était Puzzle. Donc voilà, c'est une petite mention spéciale à la fin. Il fait pas vraiment partie de cette sélection parce qu'il est bon, mais sans être waouh, incroyable truc de fou. J'ai été tarabiscotée, j'ai eu cette frénésie de lecture quand je le lisais, mais... Et puis c'est Tillier, je me dis, il a pas besoin d'apparaître dans la sélection, vous le connaissez tous. On a tous un Tillier préféré quand on a lu des thrillers. On a forcément une attirance, plus peut-être pour ses enquêteurs qu'il a et qu'il utilise quand même pour beaucoup de ses enquêtes, ou alors les one-shots qu'il a aussi. Là, je suis en train de terminer le titre Rêver, qui justement est un one-shot, que j'aime bien. Je veux savoir où on va, mais que j'aime bien. Donc, est-ce qu'il aurait pu se trouver cette sélection à la place de Puzzle ? Peut-être. J'en ai lu d'autres, mais que j'ai trouvé mention honorable, on va dire. Mention honorable, c'est peut-être un bon début pour commencer dans le thriller si on n'a pas trop l'habitude, parce que ça fait le job là où il faut. Je pense juste qu'à un moment donné, quand on en a lu plusieurs, ou beaucoup, peut-être que Tillier, ça fait moins le job qu'avant. Voilà, mais c'est mon avis, bien évidemment. Puis on sait jamais, tout à coup il va nous emmener vers un truc là, avec le prochain qui va sortir, et puis on sera... Mais qu'est-ce que je viens de lire ? C'est tout à fait possible. Voilà pour cette sélection, j'espère qu'elle vous a plu.
Petit retour de vidéo un peu à l'ancienne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quels sont vos thrillers préférés. Comme je vous ai dit au début, peut-être que je les ai lus et que j'ai moins aimé. Peut-être que je les ai toujours pas lus et peut-être, qui sait, que ça me fera ajouter quelque chose. Par contre, il y a un truc, faut que vous sachiez. Moi, je veux qu'on me tarabiscote la tête. Si le titre que vous me proposez, il est pas tant tarabiscotage de cerveau que ça, autant pas me le proposer. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.